Bonjour, je me nomme Beish Mohamed, professeur de production et de CFAO. Les surfaces à usiner sont en trait rouge. Les autres surfaces sont déjà usinées. Nous avons bien sûr une cotation à respecter. Pour la mise en position, on s'intéresse toujours aux flèches qui arrivent vers les surfaces à usiner. Il y a cette flèche-là. Elle arrive vers cette surface-là. L'autre bout de la côte, il va sur une surface déjà usinée. Donc il y a une liaison entre une surface à usiner maintenant et une surface déjà usinée. Donc cette surface-là constituera une référence. Donc qu'est-ce que je fais? Au moins un appui sur cette surface-là. Il y a cette flèche-là qui arrive vers cette surface-là. L'autre bout de la côte, il est là. Cette côte-là est entre deux surfaces à usiner dans cette phase. On va la considérer comme celle-ci, comme côte fabriquée. Mais je ne peux pas mettre d'appui sur une surface à usiner dans la phase, dans cet exemple-là, ni sur celle-ci. Et par la suite, cette côte-là ne générera aucun appui. Cette flèche-là va vers la génératrice de ce diamètre-ci. L'autre bout de la flèche, il va vers l'autre génératrice. C'est une côte entre deux surfaces, donc ici deux génératrices, de la même surface. C'est une côte fabriquée. Est-ce que ça va générer des appuis? On va l'expliquer dans quelques instants. Cette flèche-là, elle part d'une surface à usiner vers une autre surface à usiner. Donc les deux surfaces sont à usiner dans la même phase. C'est une côte fabriquée. Je ne m'intéresse pas au diamètre 40, etc. Pourquoi? Parce que le bout de la flèche, l'autre bout de la flèche, ne vont pas vers des surfaces à usiner dans la phase. Cet outil-là, c'est un outil couteau qui va usiner cette surface-là. Bien sûr, avant de commencer l'usinage de la pièce, un technicien qualifié a réglé la machine, alors que la pièce n'était pas présente. Maintenant, supposons que l'outil a été réglé ici. Donc CF1 est toujours la même. Elle est entre l'axe ici, on va dire l'axe de la broche pour le moment, et le point générateur de l'outil. Si l'outil s'éloigne de l'axe, automatiquement CF1 augmente. Si l'outil s'approche de l'axe, automatiquement la cote diminue. On va dire que la position de l'outil détermine le diamètre ici. L'outil s'éloigne, le diamètre augmente. L'outil s'en approche, bien sûr de l'axe, le diamètre diminue. Donc on va dire que c'est une côte fabriquée entre l'axe de la broche. Lorsqu'on va mettre la pièce, l'axe de la broche sera remplacé par l'axe de la pièce. Donc ici, il y a une référence. Donc la référence, c'est quoi? C'est cet axe-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on va mettre au moins un appui sur la surface de référence qui est prise dans le montre. Cette côte-là, je viens de vous expliquer que le diamètre, ici, dépendait obligatoirement, lorsqu'on va utiliser l'outil couteau, outil d'enveloppe, de la position de l'outil par rapport à l'axe ici. L'axe de quoi? L'axe de cette surface de référence. Donc, ça nécessite au moins un appui. Cet appui ici est lié au diamètre 25 plus ou moins 0,1. Cet appui est lié à 32 plus 0,5 moins 0,5. Maintenant, il va falloir distribuer les appuis. Il faut supprimer 6 degrés de liberté. Nous avons un cas particulier ici. La pièce, c'est une pièce de révolution. Et par la suite, on ne peut pas supprimer la rotation autour de cet axe-là. Elle reste libre. Donc quand il s'agit d'une pièce entièrement de révolution, le 6e degré, donc la rotation autour de l'axe de la pièce, sera libre. Donc on ne peut supprimer que 5 degrés de liberté. Quel est le choix de la mise en position ici? Je peux mettre sur ce cylindre-là un centrage long. Si je mets un centrage long ici, je ne peux mettre qu'un appui ponctuel sur cette surface-là. Il y a l'autre choix, c'est de mettre un appui plan sur cette surface-ci. Il me reste
un centrage court sur celle-là. On avait dit qu'il fallait s'orienter vers les intervalles de tolérance. Ici, nous avons un intervalle de tolérance de combien? Très bien, de 0,2. Et ici, nous avons un intervalle de tolérance de 0,7. A priori, mon choix irait vers l'intervalle le plus précis. Donc, il va falloir mettre un centrage long sur ce cylindre-là. Maintenant, on va se poser une autre question. Est-ce que la longueur de ce diamètre-là va m'assurer le centrage long ou non? Comment on va savoir si la longueur d'un cylindre peut assurer un centrage long ou non? En comparant sa longueur avec son diamètre. Donc ce cylindre-là, c'est un diamètre 40. Il a une longueur de 32. La longueur est inférieure au diamètre. Donc, ce diamètre-là ne peut pas m'assurer un centrage long. En résumé, bien que l'intervalle de tolérance soit le plus petit, un cylindre peut très bien ne pas bénéficier du maximum d'appui, parce que sa longueur ne permet pas d'assurer un centrage long. Je donnerai le maximum d'appui à cette surface-là. C'est une surface plane, le maximum d'appui c'est 3, appui plan. Et le reste à cette surface-là, donc 2, centrage court. Voilà le résumé pour cette pièce-là. Donc lorsque nous avons une pièce de révolution dont les surfaces d'appui sont l'une des deux est plane, l'autre est cylindrique, nous avons deux possibilités. Centrage long plus un appui ponctuel. Le centrage long sera sur le cylindre et l'appui ponctuel sera sur la surface plane. Ou bien, nous avons un appui plan sur la surface plane de référence et un centrage court sur le cylindre. Je ne vais pas changer les noms des axes. Nous avions dit que pour une pièce de révolution, c'est la rotation autour de X qui reste libre. Nous avions dit qu'il fallait mettre un appui plan sur cette surface-là. Nous savons qu'un appui plan supprime 2 rotations plus une translation. Donc je vais mettre un appui ici, je peux mettre un autre appui là et un troisième ici, ou bien un ici et un autre appui que je vais nommer 3 et 2. Supposons la rotation ici autour de l'axe Y. Bien sûr, l'axe Y est perpendiculaire à l'écran. 1 peut s'opposer à cette rotation, peut bloquer la rotation. 2 ou bien 3, eux aussi peuvent bloquer la rotation. L'appui plan, ici, matérialisé par les touches 1, 2, 3, est disposé de cette façon. Mais lorsque je dis ici la vue de gauche, voilà les touches, comment elles sont disposées. Et par la suite, cette touche-là, qui représente deux touches en réalité 2 et 3, n'est pas alignée avec les deux touches 2 et 3 ici. Voilà qui est fait. Donc lorsque nous avons deux vues, le cercle ici et la surface plane sur l'autre vue, il faut veiller à ce que les deux touches ici, 2 et 3, soient alignées avec les deux autres. Dans cette fenêtre-là, il y a la pièce 3D avec les appuis. Et dans cette fenêtre-là, il y a la pièce dans la mise en plan, donc 2D. On va faire un parallèle entre les deux. Ici, c'est la touche numéro 1. On la retrouve ici. Les touches 2 et 3 se trouvent ici. Voilà les touches 2 et 3. Donc dans cette vue-là, l'un des appuis cache l'autre. Mais en réalité, il y en a deux qu'on retrouve ici. 1, ici, 2 et 3. Donc 2 c'est celui-ci et 3 c'est celui-là. Voilà, lorsque je me mets dans cette vue. L'axe Z c'est celui-ci. On le retrouve ici. Si la pièce tourne autour de cet axe-là, il y a bien sûr cette touche-là, la touche numéro 3 qui va faire quoi? Qui va s'opposer à cette rotation. Et si ça tournait dans l'autre sens, il y aurait toujours la touche, cette touche-là, il y aurait toujours cette touche-là qui s'opposerait à la rotation dans l'autre sens. L'une des deux touches supprime la rotation autour de Z. Je vais dire par exemple que 2 supprime la rotation autour de Z. Cette pièce-là tourne autour de Z, comme ceci.
elle pourrait être bloquée par la touche 3 ou bien arrêtée par la touche 2. On voit bien que nous avons supprimé deux rotations par la touche numéro 1 et par la touche numéro 2. Donc il nous reste la touche numéro 3 qui va supprimer obligatoirement une translation. Quelle translation? La touche numéro 3, si la pièce se déplaçait dans ce sens-là, suivant l'axe X, la touche numéro 3 qui va arrêter la translation suivant l'axe X. Dans le cas qui nous intéresse pour le moment, nous avons un appui plan qui supprime deux rotations plus une translation, un centrage court, deux translations. Toujours, un centrage court supprimera deux translations. Un centrage court ne supprimera jamais de rotation. Par contre, un appui ponctuel, suivant sa position sur la face ou bien sur le cylindre, pourra supprimer ou bien une translation ou bien une rotation. Ça, on l'a déjà vu avec l'exercice précédent. Il nous reste à supprimer TY et TZ. Cet appui-là supprime TZ. TY, c'est perpendiculaire à l'écran. Donc, il faut représenter l'appui par le symbole strié. Il nous reste à supprimer TY et TZ. Bien sûr, notre repère, il est là. Cet appui, on avait dit qu'il fallait mettre au moins un appui pour le respect de 25 plus ou moins 0,1. Et je vois bien que cet appui-là, il supprime la translation sur Z. Il va falloir supprimer TY. TY est perpendiculaire à l'écran. Donc il faut mettre un appui ici pour supprimer TY. Donc nous avons 4 qui suppriment la translation sur Z et 5 qui suppriment la translation suivant Y. Il va falloir les dessiner ici. Donc lorsque je vois par là, je vois la flèche dans sa longueur, donc je la représente ici en tant que flèche. Quand je vais voir par là, je vais voir la flèche dans sa longueur. Ici, c'est la touche numéro 4. Et ici, c'est la touche numéro 5. Lorsque je vais voir par là, je vais les voir suivant leur longueur. Donc ici, je vais voir une flèche. Et ici, je vais voir une flèche ici et flèche là. Je peux, bien sûr, mettre cet appui-là de l'autre côté du cylindre. Donc, je pourrais le mettre ici. Cet appui-là aussi, je pourrais le mettre au-dessus. Donc, 5 va se trouver à droite. Et comme on vient de dire, on pourrait mettre l'appui à gauche ici. 4, on pourrait le mettre au-dessus. Ça n'a pas d'importance. On voit bien ici que les touches sont disposées à 120 degrés l'une de l'autre. Donc 120 degrés ici, 120 degrés là, et bien sûr 120 degrés de l'autre côté. Si vous avez à remplir ce tableau, la méthode consiste à faire quoi? À supprimer les translations, parce qu'elles sont les plus faciles à repérer. Par exemple, je mets un appui plan, un centrage court. 1, ou bien 2, ou bien 3, supprime la translation sur X. 5, on voit bien. Y est perpendiculaire à l'écran, donc 5 supprime la translation sur Y. Et 4 supprime la translation sur Z. Donc ici, ce sera rempli. Nous savons que autour de l'axe de la pièce, la rotation ne peut pas être supprimée. Donc Rx, on ne va lui affecter aucun appui. Puis après, maintenant, la rotation autour de Y. Vous imaginez Y ici, la rotation. Elle est supprimée. Si je mets par exemple Tx, 3 supprime Tx, donc ça va être le rôle de 1 pour supprimer par exemple la rotation autour de Y. Maintenant vous avez repéré 3, 5, 4. Vous avez su que Rx ne pouvait pas être supprimé. Vous avez facilement repéré Ry. Il vous reste 2 pour Rz, même si vous ne comprenez pas comment on fait. Mais je vous ai bien expliqué avec les deux figures ici, avec la pièce en 3D, avec les appuis en 3D. Donc, pour mieux comprendre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir la vidéo plusieurs fois. Ça, c'est obligatoire.
pour que vous puissiez comprendre les suppressions ici, des différents degrés de liberté. Nous avons dit que 32, 28, 25, 2 fois 45 étaient des codes fabriqués, puisque leur flèche, ou bien l'une de leurs flèches, va vers une des surfaces à usiner dans la phase. Par contre, 40, aucune de ces flèches n'est sur une surface à usiner. Donc, c'est à supprimer. Maintenant, là, c'est une cote fabriquée, mais il y a un départ d'usinage. Donc, cette flèche-là, il faut la remplacer par un point. Et il faut ici mettre CF1 par exemple. Nous serions tentés de faire ceci. CF1, CF2, CF3, CF4. Pour les trois qui sont là, ça peut aller. Mais pour la cote ici, c'est pas bon. Nous avions expliqué que la cote fabriquée était entre l'axe, ici, et le point générateur. Et nous, qu'est-ce que nous prenons? Nous prenons l'autre cote. J'ai le choix. Ou bien, je prends celle-ci comme cote fabriquée, et à ce moment-là, je ne prendrai pas celle-là. Mais je sais que là, l'origine, c'est un départ d'usinage. Donc, il faut mettre un point ici. Donc, cette solution-là est juste. Si je choisis de ne pas installer cette cote fabriquée, mais d'installer celle-ci, alors que je sais que c'est celle-ci qui est la plus juste des deux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire que cette cote-là est le double de la cote réelle, CF1. Donc, nous avons les deux cas qui sont justes. La différence, c'est ça. Les deux cotes fabriquées ici. Maintenant, laquelle est plus facile à installer? La plus facile à installer, c'est celle-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons déjà le diamètre ici. Donc, c'est plus facile à dire que CF est égal à ça. Mais il faut rajouter le 2 avant CF. Maintenant, les chiffres ici, CF1, CF2, vous pouvez dire que ça, c'est CF3. Ça, c'est CF2. Ça, c'est CF4, etc. Ça n'a pas d'importance. Mais, il ne faut pas que les indices soient identiques. Les indices, par exemple, 1, 2, 3, 4, je ne peux pas avoir 1 et 1 ici. Ça ne peut être. Voilà, merci.